Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'ensemble de prédire le prix du Bitcoin. Alors vous allez me dire, mais comment on fait ça? Tout simplement, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est essayer de prédire le cours du Bitcoin grâce à des intelligences artificielles, plus spécifiquement grâce à des réseaux de neurones, donc tout ce qu'on appelle le deep learning. Donc si c'est des termes un peu techniques, ne vous inquiétez pas, dans la vidéo je vais pas rentrer trop dans la technique, je vais essayer de vous expliquer globalement comment ça marche et surtout, je vais essayer de vous présenter quelques résultats, qu'on puisse les analyser ensemble et même après on va faire une stratégie basée sur ces résultats et voir tout simplement comment cette stratégie aurait pu se comporter par le passé avec des backtests. Avant de commencer la vidéo, je voulais faire un petit point sur le fait de prédire des cours boursiers comme ceux du Bitcoin. Prédire des cours de bourse, c'est clairement quelque chose qui est impossible de faire, c'est-à-dire que si le Bitcoin est à 40 000, dire que le cours de bourse, le cours du Bitcoin le lendemain sera à 41 000 ou 42 000, c'est clairement impossible à dire avec précision, mais on peut en tout cas se baser sur les prédictions qui vont dire par exemple justement, qui vont nous dire que le cours du Bitcoin sera à 41 000 ou 42 000 pour créer une stratégie, mais il ne faut surtout pas attendre du Bitcoin qu'il soit au prix exact de notre prédiction, car ça c'est clairement impossible. Beaucoup de gens, je pense, ont essayé de faire des prédictions comme ça et ça n'a jamais vraiment fonctionné, en tout cas à ma connaissance. Donc, que va-t-on faire aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit en introduction, on va essayer du coup de prédire le prix du Bitcoin. Comment on va faire cela? On va se baser tout simplement sur un historique, sur les par exemple sur les 7 derniers jours ou sur les 30 derniers jours, quelque chose comme ça. Et à partir de là, le but va être de prédire la prochaine bougie. Donc par exemple dans notre cas, ici, si on est actuellement du coup ici le 1er juillet, on va se baser sur les 7 derniers jours, donc on va remonter par exemple jusqu'au 23 juin, on va prendre ces données-là, hop, que l'on trouve ici, et le but, à partir de ces données-là, va être de prédire la prochaine bougie, donc cette bougie-là, tout simplement. Et du coup, notre modèle d'intelligence artificielle va pouvoir nous donner une prédiction en disant, par exemple, ici, si on suit à peu près la tendance, on pourrait estimer que le Bitcoin demain se retrouve à peu près à ce prix-là. Après, est-ce que cette prédiction sera bonne ou pas? Ça, c'est autre chose, mais le modèle va nous faire une prédiction et on va pouvoir se servir de cette prédiction pour pouvoir potentiellement prendre des décisions. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec un petit peu de code, je voulais vous expliquer un peu comment on va procéder. Donc, si vous avez jamais entendu parler d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle va apprendre du coup à partir de données qu'on va lui fournir comment réagir. C'est-à-dire que dans notre cas présent, ici, ce qu'on va faire, par exemple, dans notre exemple qui va suivre avec des morceaux de code, c'est qu'on va dire que notre algorithme d'intelligence artificielle va apprendre sur les cours du Bitcoin, par exemple, avant 2021. Donc, on voit que ici, c'est à peu près 2021. Donc, on va tout simplement lui donner en entrée toutes ces données-là, hop, disons par exemple, et on va lui dire, à partir de ces données-là, tu vas apprendre comment se comporte le Bitcoin. Donc, on va du coup lui donner tout cet historique, lui, il va faire son petit bout de chemin, et il va essayer d'apprendre comment se comporte le Bitcoin, et à partir de là, une fois qu'on lui a appris comment se comporte le Bitcoin, on va tout simplement pouvoir, à partir de 2021, commencer à essayer de prédire les premiers cours de bourse. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple ici, disons que si on commence ici, on va attendre du coup de pouvoir prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. On va prendre ces 7 derniers jours, hop, et on va essayer de prédire le prochain jour. Donc ici, le prochain jour, c'est ici. Et à partir de là, du coup, on va avoir une prédiction chaque jour. Donc ici, vous voyez que je vous ai montré, du coup, hop, je vais essayer d'effacer les gros cercles, hop, pour rentrer un peu plus en détail, mais comme je vous l'ai dit, ici, on va par exemple se servir du coup des 7 dernières bougies, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, pour essayer de prédire cette bougie. Après qu'on ait prédit cette bougie, on va tout simplement décaler notre petit rond, c'est-à-dire qu'on va se servir de cette bougie et des 6 dernières, donc ça va nous refaire cette bougie pour essayer de prédire cette bougie. Et ainsi de suite, comme ça, en faisant un peu sur une période glissante, comme ça, c'est-à-dire que à chaque jour, on va se baser sur les 7 derniers jours pour pouvoir prédire le jour suivant et on va pouvoir un peu comparer les résultats qu'on a sur la prédiction avec tout simplement les vrais résultats du Bitcoin.
Avant de commencer à rentrer dans le code, je voulais vous présenter un résultat d'une stratégie que j'ai pu tester du coup avec ce modèle d'intelligence artificielle. Donc ici, on voit qu'on est ici sur l'Ethereum. Donc ici, on retrouve en jaune la courbe de l'Ethereum. Et on commence avec un wallet théorique de 1000 dollars en 2021. Et on regarde ce que notre stratégie aurait donné si on l'avait lancé depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 1er juillet. Donc ici, vous voyez qu'en commençant à 1000 dollars, on finit avec 2800 dollars. Donc c'est clairement pas mal du tout. Ça veut dire qu'on a fait 181%, alors qu'en attendant, l'Ethereum, donc l'actif sous-jacent, a fait seulement plus 46%, ce qui fait qu'on a fait plus du double du buy and hold, donc c'est vraiment pas mal, hein. Avec un drawdown qui cependant est assez élevé, on peut voir en bleu l'évolution de notre wallet, hein, qui, vous voyez, fait des pics vers le haut, vers le bas, etc. Mais c'est quand même un résultat qui est clairement bon à prendre, et c'est une première preuve, on va dire, que se baser sur les résultats du coup de la prédiction de notre modèle d'intelligence artificielle peut servir à créer des stratégies qui par la suite devront être améliorées, mais qui ont déjà une bonne base. Petite interruption dans la vidéo pour vous rappeler de vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser potentiellement un petit like, un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait pour soutenir tout le travail qu'on vous fournit ici de manière open source et gratuite à disposition. Sur ce, je vous laisse continuer la vidéo. Donc, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, le code sera bien évidemment open source et à votre disposition pour que vous puissiez le tester si vous en avez envie et si vous avez aussi bien sûr les compétences et l'envie de rentrer dans le code. Donc, pour ça, on va utiliser du coup le répertoire qui est disponible sur GitHub en public qui s'appelle Backtest Tools, hein, sur lequel je vais déposer ce projet avec de nombreux autres projets que vous avez vus sur notre chaîne YouTube, hein, et à partir de là, du coup, on va pouvoir tout simplement rentrer dans le code et utiliser un peu ce projet. Donc je vais ouvrir du coup tout de suite ce petit projet, hop. Donc ici vous vous retrouvez avec de nombreux dossiers, hein. Vous avez toutes les consignes d'installation ici, hop. Et je vais réouvrir mon petit truc. Donc la première chose pour pouvoir utiliser du coup ce code, hein, c'est que vous allez devoir avoir besoin de télécharger les données, donc le cours des cryptos. Pour ça, vous allez dans le dossier database download data.js, hop, et ici vous pouvez descendre directement tout en bas. Et tout en bas, vous avez deux petites variables à changer potentiellement, hein. Ici, vous avez une liste de paires. Du coup, c'est toutes les paires de crypto que vous voulez télécharger, hein. Donc, par exemple, si je veux télécharger BTC, ETH, ADA, etc. Vous mettez la time frame sur laquelle vous voulez télécharger. Aujourd'hui, je vais travailler en time frame en daily, hein, c'est-à-dire jour par jour, car je ne vais pas rentrer en détail, mais pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, ça demande pas mal de ressources d'ordinateur et cela peut prendre beaucoup de temps. Donc, on réduit forcément le temps de calcul si on a moins de données. C'est pour ça que je vais travailler en daily et pas en horaire ou en 15 minutes. Et ici, depuis 2017, depuis Binance, après, on peut ouvrir un nouveau terminal et faire node database download data.js, et ici on va tout simplement télécharger nos petites données, hein, en jour par jour, hein. Donc normalement ça va assez vite vu que c'est justement du daily, hein. Donc là on voit qu'on arrive à télécharger ETH, ADA, XRP, BNB, et on va enchaîner comme ça jusqu'à faire toute notre petite liste. Et après, une fois que c'est fait, vous pourrez utiliser ces données dans les différents codes du projet, tout simplement. Une fois que le téléchargement est fini, vous pouvez rabaisser le dossier database et aller dans le dossier backtest, machine learning et un fichier qui s'appelle deep LSTM. Donc deep c'est pour deep learning et LSTM c'est le nom des modèles que l'on va utiliser. Je vais bien sûr tout vous expliquer. Donc ici vous vous retrouvez du coup avec un petit fichier Jupyter. Vous avez peut-être l'habitude si vous suivez notre chaîne YouTube, et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite grandement à vous abonner. Et ensuite, du coup, je vais vous montrer un peu sur qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir, hein. Donc ici, c'est un graphique qui est assez intéressant, par exemple, avec sur lequel, ici, c'est sur Ethereum. Donc ici, vous trouvez en bleu le cours de notre ami l'Ethereum, hop, et en rouge, vous avez tout simplement notre prédiction, c'est-à-dire le prix qu'on va prédire, hein. Donc comme vous voyez, ça suit énormément le prix de l'Ethereum. Alors quelque chose sur lequel je ne dois pas vous mentir, bien évidemment, c'est que la courbe que vous voyez en rouge ici, du coup, est recalculée après, est calculée après chaque bougie. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu la courbe rouge le 1er janvier 2021. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne prévoit qu'une valeur en prenant toutes les valeurs précédentes. Et vous pouvez du coup d'ailleurs voir, hein, souvent que les valeurs ont un peu de retard, mais on va analyser les résultats, sont malgré tout très intéressants. Je vais maintenant essayer de vous expliquer le code dans les grandes lignes. Donc la première cellule, ici c'est des importations de package, là je ne vais même pas rentrer dans le détail. Ensuite, cette cellule, ce que vous allez faire d'abord, c'est que vous allez télécharger
les données, enfin vous allez récupérer les données que vous aviez téléchargées. Donc ici, vous voyez qu'on demande à récupérer l'Ethereum en horaire daily depuis Binance et on va le récupérer dans une variable qui s'appelle df du coup. Et après, on va séparer du coup cette variable df en deux parties. On va du coup avoir nos données d'entraînement, hein, ce qu'on va appeler les training sets, qui sont toutes les données jusqu'à fin 2020. Et ensuite, le test set, qui sont du coup des données sur lesquelles on n'a pas entraîné notre modèle pour ne pas tricher et sur lesquelles on va pouvoir tester notre modèle et nos prédictions. Donc, qui sont, elles, toutes les données après 2021. Ensuite, vous avez une variable qui est très importante, qui est la learn period, du coup, qui va être tout simplement en fait la période que l'on va prendre pour réaliser nos prédictions. C'est-à-dire que si je reviens sur TradingView, comme je vous l'ai dit, ici, dans notre exemple, dans l'introduction, on prenait, vous voyez, 7 bougies pour réaliser la prédiction de la prochaine. Mais vous pouvez très bien penser à prendre plus de bougies ou moins de bougies pour essayer de réaliser la prédiction. Ça va un peu dépendre notamment du fait de à quel point vous pensez que le passé, on va dire, influe sur le futur des cours de bourse. C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez prédire un cours de bourse avec seulement les 7 dernières bougies ou est-ce qu'il vous faut plutôt les 30 dernières bougies ou les 50, etc. Sachant que plus vous allez prendre une période large en général, plus vous allez lisser un peu vos résultats car ça va moins dépendre des dernières bougies forcément. Donc là, vous pouvez voir afficher notre training set, hein, du coup, qui est du coup un tableau qui comporte toutes nos données avec le open, le high, le low et le close de nos bougies et également bien sûr le volume. Du coup, depuis le listing sur Binance de l'Ethereum jusqu'à fin 2021, jusqu'au 31 décembre 2020. Enfin, fin 2020 du coup, pardon. Ensuite, ici, on va pas trop rentrer dans le détail, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est uniformiser nos données. C'est-à-dire que pour que notre modèle comprenne au mieux les données, il ne veut pas des données qui ont un prix de 4000 ou de 3000, enfin qui un prix qui passe de 300 à 1000, etc. On va utiliser ce qu'on appelle un scaler, c'est-à-dire qu'on va tout simplement uniformiser nos données en disant qu'on veut que nos données soient entre 0 et 1. Et à partir de là, du coup, on va transformer nos données qui étaient 300, 500, 700, 3000 jusqu'à des données qui sont comprises entre 0 et 1. Donc ça, c'est grâce au min-max scalaire que vous pouvez retrouver ici. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va appliquer ce scalaire à nos données, à notre training set. À partir de là, sur notre training set, on va construire un petit tableau qui s'appelle Xtrain du coup, qui va comporter à chaque fois, on va dire, nos données glissantes des 7 jours, hein, ce dont je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que vous allez prendre dans le premier élément de ce tableau du coup les 7 bougies ici, hein, donc du 1er par exemple au 7 janvier, puis le deuxième élément ça va être les données du 2 janvier au 8 janvier, puis le troisième élément ça va être les données du 3 janvier au 9 janvier, enfin etc. Je pense que vous avez compris à peu près la musique. Hop. Et à partir de là aussi, on va prendre du coup Y-Train qui sont le résultat en fait, de la prédiction où on va prendre du coup la valeur qu'on est censé prédire, hein, afin de vérifier les résultats. C'est comme ça que notre réseau de neurones va pouvoir apprendre. Donc ici, je vous montre par exemple les deux premiers éléments du X-Train. Hein, du coup, on a du coup des valeurs, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, qui sont compris entre 0 et 1. Ici, vous avez 0,16. Donc, on va maintenant passer à la partie la plus importante du code, qui est le réseau de neurones. Et pour ce réseau de neurones, on va utiliser ce qu'on appelle des LSTM. C'est une abréviation pour dire Long Short Term Memory, qui sont des petits neurones qui ont une mémoire et qui sont très utilisés pour par exemple, prédire des cours de bourse ou prédire en tout cas des données temporelles. Donc, pour vous expliquer ici tout ça, je vais essayer de vous expliquer tout ça en détail avec une petite image, hein, de à quoi ressemble un réseau de neurones, car je me doute bien que pour tout le monde, ce n'est pas vraiment très clair à quoi ressemble un réseau de neurones. Donc ici, vous voyez, du coup, on a l'image exactement d'un réseau de neurones assez classique, hein, qui pourrait être du coup des LSTM ou pas, hein, mais je vais prendre du coup cet exemple pour vous expliquer comment ça va marcher. Donc ici, comme vous voyez, on a plusieurs couches, ce qu'on appelle. Donc on a ici la première couche, on va dire, qui est la couche, on va dire, d'input. Hop, c'est les inputs, c'est nos valeurs d'entrée, tout simplement. Donc là, vous avez le terme entrée. Ici, quelles vont être nos valeurs d'entrée? Eh bien, ça va, par exemple, être, du coup, nos 7 derniers jours. Donc ici, sur le graphique, on voit qu'on n'a que 2 entrées. Donc ça aurait pu être notre jour actuel et notre jour précédent. Et le but, à la fin, va être de prédire le jour suivant, du coup. Ici, du coup, comme vous voyez, à la toute fin, vous avez votre output. Hop.
Donc, pour vous expliquer, du coup, comme je vous l'ai dit, si on prend l'image sur ce dessin, imaginons qu'on soit aujourd'hui, du coup, le 1er juillet. Ici, ça va être notre jour actuel, hein, donc c'est ce que je vais appeler par exemple le J0, du coup, qui va être notre jour actuel, le 1er janvier. Ici, ça va être du coup par exemple notre jour précédent, donc ce que je vais appeler J-1, donc par exemple le 30 juin. Et à la fin, ce qu'on va avoir en output, le but c'est de prédire la valeur du cours du Bitcoin le lendemain. Donc ici, de prédire le cours du Bitcoin au 2 janvier, au 2 juillet, pardon. Donc c'est ce qu'on va appeler le J1, par exemple. Et à partir de là, du coup, on voit qu'on a des données en entrée et le but est de prédire une donnée en sortie. Comme vous voyez, au milieu, il se passe par contre quelques petites choses que je vais essayer de vous expliquer très rapidement. Ici, vous avez du coup deux couches, hein, donc c'est par exemple ce qu'on va appeler la couche 1 et la couche 2. Hop. Et chacune de ces couches sont remplies du coup de neurones. C'est pour ça qu'on appelle ça des réseaux de neurones, hein. C'est aussi que ça reproduit un peu le système qu'on peut retrouver dans les cerveaux humains, même si c'est à la fois proche et très éloigné, hein. Je vous rassure que dans votre cerveau, ça se passe pas exactement comme ça. Mais du coup, pour vous expliquer, ici, vous voyez que vous avez du coup 5 neurones, hein, donc c'est le neurone 1, neurone 2, etc. Et vous avez du coup plusieurs couches, et à chaque fois, on a des communications entre chacun de ces neurones. Ce qui va se passer, c'est qu'on va du coup avoir nos données en entrée, ici, qui vont du coup aller communiquer à travers chacun des neurones, et le but va être d'ajuster à peu près les valeurs de ces neurones. De toute façon, je ne vais pas vraiment vous expliquer et rentrer en détail là-dessus, mais le but va être d'ajuster ce qu'on appelle les poids des neurones pour que la prochaine fois, lorsqu'on aura une nouvelle donnée en entrée, on sache tout simplement, on va dire, un peu par où passer, c'est-à-dire que quel est le chemin. À la fin, en fait, ce qui va se passer, c'est surtout ce que je peux vous expliquer, c'est du coup comment on va passer de C2, du coup, de notre dernière couche à notre output. C'est-à-dire que chacun des neurones de notre couche 2 va influencer notre output. C'est-à-dire que lui, par exemple, j'en sais rien, il va dire que le prix, c'est 30 000, ça va être 30 000 $. Lui, il va dire que c'est 24 000 $, lui, 35 000, etc. Et à la fin, du coup, chacun de ces neurones vont en fait avoir une sorte de poids qui vont influencer, du coup, l'output. Hein, avec, pour vous faire ça très grossièrement, l'output va faire la moyenne de tous ces neurones. Je ne veux pas rentrer en détail pour pas vous perdre, hein. Si ça vous intéresse, je pense que vous pourrez trouver plein d'articles sur internet expliquant plus en détail tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que vraiment on a du coup des neurones, des neurones en entrée, une liste de données en entrée qui vont parcourir notre réseau de neurones. À chaque fois, du coup, c'est ce qui va être l'entraînement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, après chaque parcours, on va regarder la valeur finale, hein, donc on va regarder notre valeur au jour suivant, on va la comparer avec notre vraie valeur du jour suivant, et si on avait une valeur trop éloignée, souvent, on va revenir en arrière, hop, en réajustant les différents poids des neurones pour revenir à l'input et recommencer comme ça, hop, en ajustant au fur et à mesure jusqu'à trouver une valeur qui correspond du coup à la vraie donnée qu'on attend, qu'on voulait prédire. Et comme ça, on va tout simplement entraîner nos neurones. Et une fois que ces neurones du coup seront bien entraînés, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir lui donner des nouvelles valeurs ici, hein, donc on va pouvoir lui donner un nouveau J0, un J-1, et la nouvelle valeur va savoir exactement comment passer, on va dire, de notre input à notre output, hein, avec à chaque fois des différentes valeurs qui sont associées à tous les neurones. Donc ces réseaux de neurones sont très utilisés dans les problèmes que l'on appelle non linéaires. Un problème linéaire, c'est un problème souvent que l'on va pouvoir résoudre un peu avec des cas, c'est-à-dire des conditions. Dire par exemple que si le prix précédent était au-dessus de 25 000 et que notre prix suivant est au-dessous de 24 000, alors notre prix du jour suivant est de 24 500. Ça pourrait être un problème du coup linéaire dans lequel on va définir des conditions et dans lequel on va avoir une sortie. Les réseaux de neurones vont permettre de complexifier clairement ces solutions en prenant du coup les 25 000 et les 24 000 et en faisant quelque chose qui peut être complètement différent que si on avait pris 23 359 et 24 572, je ne sais pas. Donc pour revenir à notre code, comment du coup on code ce réseau de neurones? Alors ici, on va du coup avoir notre valeur qui s'appelle, qui est un séquential en fait, qui est justement la définition même de notre réseau de neurones sur lequel on va pouvoir aller ajouter les différentes couches qu'on a vues sur notre petite image.
Donc ici, vous voyez que par exemple, au début, j'ajoute un réseau qui est un réseau du coup LSTM hein, avec 50 unités. Qu'est-ce que ça veut dire 50 unités? C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir du coup, par exemple, 5 neurones, vous allez en avoir plutôt 50. Et à partir de là, ici, vous avez du coup certains paramètres hein, sur lesquels je ne vais pas rentrer en détail, tout ce qui est return sequence. Et vous avez notamment ici pour le premier réseau de neurones, un paramètre qui est important par contre ici qui s'appelle l'input shapes, qui est du coup la taille qu'on veut souhaiter en entrée. Donc ici, du coup, c'est notre taille, c'est notre petit exemple ici de input avec nos deux valeurs. Ici, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on ne veut pas forcément deux valeurs, on veut la même taille que ce qu'il y a dans notre X-Train. Hein, et je vous rappelle que la taille de notre X-Train est définie grâce à cette learn period. Hein. Donc ici, ça veut dire qu'on va tout simplement avoir une première couche qui ne prend pas en compte 2 inputs, mais plutôt 7, comme ce qui a été décidé précédemment. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est pas ce qu'on appelle le dropout. Ce n'est pas une nouvelle couche, mais c'est plutôt un moyen d'oublier une partie des résultats qu'on a trouvés. C'est vraiment pour éviter ce qu'on appelle le surentraînement, c'est-à-dire qu'on va se surentraîner sur les valeurs que l'on a vues par le passé et ne complètement être incapable de réagir aux valeurs qu'on va voir sur le futur qui auront été un peu différentes. Hein. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail, mais on marche souvent comme ça sur les réseaux de neurones avec une couche de neurones, du coup, on va dire utile, hein, donc ici les LSTM par exemple, et une couche de neurones sur laquelle on va essayer un peu d'oublier un peu de données, un peu de mémoire. Ensuite, vous avez du coup une nouvelle couche de LSTM. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas vous faire trop mal à la tête, hein, mais les LSTM, c'est des mémoires c'est des neurones qui ont une certaine mémoire, hein, qui sont très utiles du coup pour traiter des longues données en entrée, comme c'est le cas ici. On n'a que 7 données en entrée, car on n'a pris que les 7 derniers jours, mais on aurait très bien pu prendre les 100 derniers jours pour prédire le jour suivant. Donc, et ici, du coup, on va faire un enchaînement de couches, hein, comme c'est le cas dans notre exemple. Hein. Donc ici, du coup, vous avez notre première couche, ici notre deuxième couche, ici une troisième couche, hein, avec à chaque fois des oublis. Et à la fin, vous avez notre dernier neurone qui est l'output, hein, qui est défini par le dance. Et vous voyez, unit 1, c'est parce que vous voyez que comme dans notre exemple, on n'a qu'un seul output et on n'en a pas besoin de plus. À partir de là, on va lui dire tout simplement de compiler et de s'entraîner. Hein. Donc pour ça, on va utiliser un optimizer et un moyen de l'entraîner. Hein. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail encore. L'optimizer Adam, c'est un optimizer qui est très utilisé. Et la mean square error, c'est le moyen de définir nos erreurs. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on va définir tout simplement nos erreurs par rapport à l'écart de la valeur que l'on aurait souhaité. Et à partir de là, on va pouvoir l'entraîner hein, avec un certain nombre de passages, c'est ce qu'on appelle les époques. Ici, j'ai défini 50 époques, c'est-à-dire que pour vous faire très grossièrement, il va... Oups, je suis sur la gomme. Ici, il va faire 50 fois l'aller-retour entre là et là pour pouvoir s'entraîner et confirmer qu'il a les bons résultats. Et donc ça, c'est le nombre d'époques. Hop, donc si... on va lancer tout ça. Ici, vous allez voir que les époques vont défiler. Hein. C'est ce qu'on appelle du coup l'entraînement. On va tout simplement entraîner nos neurones à être le plus performants possible. Ici, plus vous allez entraîner vos neurones, plus les prédictions vont être proches, on va dire, des cours de bourse. Mais ce n'est pas forcément bon, car du coup, on va dire que vous allez chercher à être trop précis, alors que, comme je vous l'ai dit en introduction, prédire un cours comme le Bitcoin, c'est clairement impossible de le prédire avec précision. Et il faut mieux être donc peut-être un peu plus vague, avec un peu moins de bruit. Donc ici, vous voyez que vous avez fini d'entraîner. Hein. Ici, vous avez du coup la définition à chaque étape de votre loss, hein, du coup, qui devrait baisser au cours du temps. Hein. C'est ce que vous voyez. On passe de 0,189 à 0,34, 0,26, etc. Et après, on réduit de moins en moins. Et sur notre dernière étape, on trouve 0,0014. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que ici, on a entraîné notre modèle. Maintenant, on va tout simplement tester notre modèle sur nos données d'arrivée, donc qui sont les données après 2021. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui dire du coup de lancer ce modèle sur les différents, sur nos données d'arrivée, hein, donc ce qui est le test set hein, ici. Donc là, vous voyez qu'on va parcourir notre test set et à chaque fois, on va appendre du coup notre résultat grâce à nos différents paramètres, hein, qui est du coup nos 7 derniers jours. Et ici, du coup, on va voir ce que l'on a prédit tout simplement, qui s'appelle Predict Stock Price.
Ici, vous voyez du coup notre super graphique avec qui représente l'Ethereum. Hop, on va même le lancer si vous voulez sur le Bitcoin. Comme ça, on va respecter le titre de la vidéo. Hop. Donc vous voyez, hein, pour exécuter, vous avez juste à changer par exemple la paire si vous voulez, hein, et vous cliquez sur le petit bouton exécuter tout, et il va faire sa petite vie. Hein. Donc là, vous voyez encore, il refait son entraînement car ce n'est pas le même entraînement que ce soit sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin. Et une fois qu'il aura fini son entraînement, il va pouvoir du coup prédire les nouvelles données et pouvoir les afficher. Donc là, on se retrouve du coup sur le Bitcoin, hein, avec le vrai cours, on va dire, qui est en bleu et le cours qu'on a prédit à chaque fois qui est en rouge. Hein. Et comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, il y a souvent un petit peu de retard et c'est pour ça que prédire les cours, et notamment si on est trop précis, hein, on va tout simplement souvent faire des erreurs car on va vouloir prédire trop précisément un cours, alors que là, comme vous voyez, si vous regardez la courbe rouge, elle est un peu lissée. À partir de là, on va pouvoir créer un nouveau tableau, du coup, enfin notre même tableau plutôt, mais on va pouvoir lui ajouter notamment nos données qu'on a prédit. Hein. Donc ici toute la colonne qui s'appelle Predicted. Hein. Donc si on regarde par exemple la dernière valeur qui est aujourd'hui, le cours pour l'instant de clôture est à 19 287 et nous on avait prédit 20 751. Donc on voit qu'on est assez éloigné et après on a pas mal de valeurs, hein, notamment le Next Predicted qui est en fait la valeur qu'on va prédire au jour suivant. Hein. Donc actuellement, vous voyez qu'elle n'est pas renseignée car forcément la journée en cours n'est pas finie. Mais à partir de là, du coup, à chaque ligne, vous avez vos données qui ont été prédites, les données que vous avez prédites à partir de cette ligne-là sur le prochain jour. Et on va du coup, à partir de là, pouvoir faire pas mal d'analyses et pouvoir un peu en tirer quelque chose. Je vais maintenant vous parler du coup du problème, hein, de la prédiction de prix. C'est-à-dire que ce qui va se passer, si on prend du coup un petit exemple concret sur TradingView, c'est comme je vous l'ai dit, à partir des 7 dernières données, hein, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va essayer de prédire la donnée suivante. Donc là par exemple, on voit, si on prend cette dernières données, on voit qu'on est plutôt dans une tendance haussière, hein, et à partir de là, peut-être ce qu'on va prédire, c'est on va prédire une augmentation ici. Hop. Et à partir du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc par exemple, si on suit une stratégie où quand on prédit une valeur haussière, quand on prédit une valeur qui va monter, eh ben, on a tout simplement, on ouvre un long par exemple, enfin on parie à la hausse sur le Bitcoin. Ici, on aurait eu raison par exemple, car vous voyez que la bougie suivante, hein, du coup, qui est celle-ci, est une très grosse bougie, et donc on aurait eu raison. Sauf qu'après cette très grosse bougie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que du coup, après cette très grosse bougie, hop, la prochaine étape, c'est qu'on va prendre du coup 7 nouvelles bougies, hein, donc c'est cette là, hop. Et vous voyez que nous, notre précédente prédiction était ici, hein, et on voit que tout simplement notre bougie maintenant était beaucoup plus haute. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être prendre notre prochaine prédiction, disons, ici. Et ça, c'est un vrai problème en fait, car tout simplement, on a reflété du coup le fait que notre prédiction a eu entre guillemets faux, hein, car on a eu une augmentation beaucoup plus importante que prévu. Mais vu qu'on va se servir de cette augmentation pour prédire la bougie suivante, on va se baser du coup on va forcément prédire nous une augmentation par rapport à notre précédente prédiction. Hein. Comme vous voyez, on avait une prédiction ici, nous on va prédire ici, on va prédire du coup une énorme augmentation, alors que en fait on a déjà fait notre mouvement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste reflété notre augmentation, l'augmentation de la bougie qu'on n'avait pas prévue sur la prochaine prédiction. Et ça, c'est un vrai problème, car du coup, si on suit ce petit truc ici, cela veut dire que tout simplement, après cette très grosse bougie, nous, on va prédire une augmentation du prix énorme, hein, donc on va peut-être prédire une augmentation du prix de 5 ou 10%, alors que c'est juste que précédemment, il a fait 5 ou 10%, et donc pour prédire la valeur suivante, on va se baser dessus, et ça va malheureusement beaucoup trop influencer notre prédiction. À partir de là, on ne peut donc pas vraiment se baser sur le prix de notre prédiction pour essayer de faire une stratégie. En effet, on ne peut pas dire bah, si le prix est plus haut que précédemment, on ouvre un long ou quoi que ce soit, car si on fait ça, du coup, forcément, on va refléter tout simplement notre l'évolution de notre bougie sur du coup notre nouvelle prédiction, et forcément qu'on va prédire si à la fin de cette bougie, on avait prédit un cours qui se retrouve hop,
ici et qu'en fait, eh ben, il se retrouve ici, forcément qu'à notre bougie suivante, on va prédire un cours qui est ici. Et donc, entre ici et ici, on a une très grosse augmentation. Alors qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'après cette bougie, on va plutôt souvent avoir tendance à avoir un retracement que justement une augmentation qui va se reproduire, qui va reproduire exactement la même bougie. Hop. Donc à partir de là, une solution à laquelle j'ai pensé, c'est de ne pas comparer du coup vraiment c'est de ne pas regarder vraiment la valeur de notre prédiction, mais plutôt l'évolution de notre prédiction et de la comparer avec l'évolution de notre bougie. C'est-à-dire que si ici du coup, nous, comme je vous l'ai dit, on avait prédit par exemple que le cours allait être ici, en fait, ce qui se passe du coup, c'est qu'au final, le cours est ici. Hop. Nous, du coup, à notre suivante prédiction, on va peut-être prédire quelque chose qui est peut-être ici, hein. Donc, ça fait que nous, notre différence de prédiction, elle est peut-être, on va dire, disons, de 2%. Hop, si j'arrive à faire... Hop. Et alors que lui, ici, l'évolution précédente du cours, hein, c'est la taille de la bougie, c'est entre ici et ici, hop, elle a été de 4%. Hop. Donc, si j'arrive à faire des dessins. Donc ici, vous voyez que du coup, notre prédiction a évolué moins vite que notre cours. Et dans ce cas-là, c'est plutôt le contraire. On va plutôt chercher limite à parier à la baisse ou en tout cas, on ne va pas chercher à acheter. Au contraire, par contre, si notre prédiction... Hop, alors je vais essayer d'effacer tout ça. Je ne sais pas si je peux vous faire un exemple ici, mais si notre prédiction avait évolué, hop, imaginons qu'on avait prédit ici et ensuite on avait prédit ici. Hop. Dans ce cas, ici, on a une évolution de prédiction qui est plus grosse que la bougie actuelle. Et dans ce cas, on va pouvoir dire que nous, on prévoit que ça va continuer à augmenter et que ça va continuer à augmenter plus fort que c'est déjà le cas. Et donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va potentiellement acheter du Bitcoin ou ouvrir un long. Donc ça, c'est une première stratégie. Et on peut déjà un peu voir les résultats là-dedans. Ici, j'ai essayé du coup de vous afficher les endroits où du coup ma prédiction suivante du coup est supérieure à ma différence entre ma bougie. Dans ce cas, je vais compter du coup les fois où après la bougie suivante va être positive, les fois où la bougie suivante va être négative, et ainsi de suite. Et également lorsque on a prédit du coup une augmentation moins forte que la taille de la bougie. Donc pour ça ici, vous voyez les résultats. Donc on voit que par exemple sur du coup à peu près 800, sur un peu plus de 800 bougies, ici on a eu 479 fois où on va dire cet algorithme a prédit une augmentation et il y a bien eu une augmentation. Et inversement par contre, il y a eu 372 fois où on avait prédit une augmentation et il va y avoir au final une diminution. A l'inverse, ici, vous avez du coup les nombres de fois où on a prévu une diminution et il y a bien eu une diminution, donc ça c'est 475, et on a eu 452, on a prévu une diminution et au final il y a eu une augmentation. Et ici, on a notamment la moyenne après plusieurs bougies, hein. Donc ce qui est intéressant par exemple, c'est juste la prochaine bougie déjà. On voit qu'en moyenne, quand on a prévu une augmentation, la bougie suivante a une évolution de 12 points, hein, donc de 12 $. Inversement, lorsqu'on a prévu une diminution, la bougie suivante a une augmentation de 4 $. Hein. Donc on voit qu'ici, même quand on prévoit en moyenne, quand on prévoit une diminution, on a quand même une moyenne légèrement positive. Donc ça remet un peu en question peut-être ce résultat. Ensuite, un autre moyen de voir ça, hein, je l'ai fait du coup en regardant un peu la courbe et je me suis rendu compte en fait que nos prédictions pouvaient marcher un peu comme des moyennes mobiles, plus ou moins, mais qui peuvent être très réactives à certains moments en fonction des cours. Donc ça pourrait être un peu comme des moyennes mobiles avec un poids. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est tout simplement, est-ce qu'on pourrait pas comparer, est-ce qu'on pourrait pas dire que j'achète lorsque, on va dire, j'ai une évolution positive sur cette valeur, c'est-à-dire que ma prédiction actuelle est plus importante que ma prédiction précédente, hein, comme ça a été le cas par exemple ici, hein, vous voyez avec une énorme augmentation sans aucune baisse, et de tout simplement vendre dès qu'on a la première baisse. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver ici, du coup, avec du coup le nombre de fois où ma prédiction actuelle était plus importante que ma prédiction précédente. Hein, et on voit qu'en moyenne, là, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que quand on a une prédiction qui augmente, et ben, en général, on va plutôt avoir la prochaine bougie qui va être négative, hein, donc, et inversement. Hein. Mais par contre, quand on regarde les résultats,
on voit que après une prédiction qui a augmenté dans le temps, en moyenne, hein, notre bougie va gagner 38 $. Donc là, ça commence à être des résultats qui sont vraiment intéressants, surtout que dans le sens inverse, du coup, quand notre prédiction baisse, et ben aussi, on a également une perte lors de la prochaine bougie de moins 73 $ en moyenne. Donc là, c'est des premiers résultats qu'on trouve quand même vraiment intéressants, car comme vous le voyez, on se retrouve vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire que quand notre prédiction monte, et ben, le prix suivant de la bougie en moyenne est aussi, et quand notre prédiction descend, et ben, notre prix de notre prochaine bougie descend également. Donc là, on commence à observer vraiment une corrélation entre les deux. À partir de ces données que j'ai trouvées très encourageantes, j'ai donc décidé de créer une stratégie, hein, qui peut être à la fois capable de faire des longues et des shorts, hein. Donc c'est deux stratégies que vous pourrez retrouver ici en fait au sein de la même stratégie, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir un paramètre qui est strat que l'on met soit à 0 soit à 1. Donc si on le met à 0, c'est la première stratégie dont je vous en ai parlé, hein. C'est-à-dire que si vous avez une prédiction, enfin pardon, c'est plutôt la deuxième stratégie de laquelle je vous ai parlé. Si vous avez du coup une prédiction qui augmente par rapport à la précédente, hein, donc c'est l'indicateur diff predicted supérieur à 0, dans ce cas, on va ouvrir un long. Si notre prédiction baisse, on va fermer notre long, et si elle baisse, on va aussi du coup ouvrir un short. Par contre, si elle augmente, on va fermer notre short. Donc ça, c'est pour la stratégie 0. Pour la stratégie 1, du coup, c'est la première partie dont je vous ai parlé. On va vérifier que l'évolution de notre prédiction à venir est plus grande que la bougie qu'on a eue actuelle, pour éviter justement, comme je vous l'ai dit, de reporter le fait que notre bougie actuelle a augmenté dans notre prédiction. Et dans ce cas, lorsque cette différence est supérieure du coup à la différence entre notre bougie, enfin entre nos deux précédentes bougies, on va du coup ouvrir un long. À l'inverse, on va le fermer si notre différence est plus petite. Enfin, si notre, du coup, ça revient au même, mais si notre différence de close est plus grande que notre différence de prédiction, et inversement pour le short. À partir de là, c'est peut-être du code que vous avez déjà vu, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hop, on va même pouvoir peut-être rabaisser tout ça. Hop, on va exécuter ça et on va exécuter du coup notre stratégie ici 0, hein, du coup depuis 2021. On voit qu'en commençant à 1000 $, on finit à 1100 $, hein, donc ce qui est, on voit qu'on finit légèrement en positif, sachant qu'un point qui est à prendre en compte, c'est qu'en attendant, lui, le Bitcoin a fait moins 34%. Hein. Donc c'est clairement au final pas mauvais. Et on voit un peu la stratégie qui s'en sort correctement. Avec elle, du coup, la deuxième stratégie, enfin, du coup, la stratégie 1 ici, qui, ici, en commençant à 1000 $, finit à 1423 $. Hein, donc là, on commence à être vraiment pas mal, hein, sachant que le buy and hold, lui, a fait moins 34%. Vous avez, du coup, en jaune le cours du Bitcoin et en bleu le cours de la stratégie. On voit que c'est une stratégie qui s'en sort clairement pas trop mal. À partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est lancer cette même stratégie sur à peu près n'importe quel coin, hein. Ici, on va par exemple le lancer sur Ethereum. Vous avez juste à faire exécuter tout si vous êtes sur Visual Studio Code. Et ça va tout simplement tout exécuter, hein, ça va refaire son entraînement, etc. Quand l'entraînement est fini, vous pouvez retrouver du coup encore une fois votre graphique avec la courbe en rouge qui est le prix de prédiction. Et ici, on va pouvoir confirmer nos premiers résultats, hein, avec encore une fois du coup, on a sur nos bougies, on a eu 486 bougies de réussite et 394 bougies, on va dire, de raté. Et inversement, lorsqu'on a eu une prédiction négative, on a eu 468 bougies de réussite et 428 de raté. Encore une fois, on voit qu'on a une évolution positive en moyenne lorsqu'on a prédit une augmentation. Et on a une évolution négative en moyenne lorsqu'on a prédit une diminution. Donc encore une fois, c'est très cohérent. Et on retrouve aussi ces mêmes résultats sur l'évolution des prédictions, hein, par rapport du coup par rapport à 0, hein, c'est-à-dire juste de prédire si notre prédiction a augmenté ou pas. Ici, on retrouve les mêmes résultats avec en moyenne du coup les précédentes bougies qui sont positives lorsqu'on a une prédiction positive et négative lorsqu'elle est négative. Et qu'est-ce que donnent les stratégies? Ici, vous voyez que la première stratégie, en commençant à 1000 $, on finit à 3500 $. Hein, donc là, ça commence à être clairement pas mal. C'est l'image que je vous ai montrée en introduction. Pour la deuxième stratégie, ici, on voit que en commençant à 1000 $, on finit à 1007 $. Hein, donc là, on voit par exemple que c'est pas exceptionnel. On a eu une grosse période de creux et notamment aussi au début un short qui a dû mal se passer. Hein. Donc ça, attention, notamment du coup sur cette stratégie, il n'y a pas de stop loss ou quoi que ce soit. Donc forcément, c'est compliqué et surtout que du coup, on peut accumuler les retards et quand on va faire des shorts, sachant que en 2021, je vous rappelle que tous les coins ont explosé, que ce soit Bitcoin, Ethereum, etc., qu'on fait
énormes performances, hein, donc c'est ce qu'on peut retrouver ici. Faire des shorts dans ces périodes-là, ça peut être très risqué et on voit par exemple ici qu'au début, on a perdu pratiquement 50% et que ça a totalement niqué toute notre performance. On peut ensuite le lancer sur d'autres coins, hein. Donc, par exemple, on va dire, allez, on va faire sur BNB, ensuite on va faire ADA, et on en fera peut-être un dernier pour la route, mais le but étant de vous montrer un peu que ces données qu'on obtient, et elles ne sortent pas de nulle part, et elles ne marchent par exemple pas que pour le Bitcoin, mais lorsqu'on va entraîner du coup notre réseau de neurones sur les différents coins, on va pouvoir être capable du coup de ressortir des données intéressantes et d'avoir potentiellement des stratégies qui peuvent marcher. Donc ici du coup on est sur le BNB, hein, avec toujours notre même graphique. Toujours notre validation, hein, c'est-à-dire que on a des valeurs positives quand on a des évolutions qui sont supérieures à l'évolution de la bougie et inversement des valeurs négatives ici. Encore une fois, des valeurs positives ici, des valeurs négatives ici. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine corrélation entre ce qu'on peut prédire et les vraies valeurs. À partir de là, on a nos stratégies, hein. Donc on voit ici sur le BNB, on commence à 1000 $, on finit à 3000 $, hop, sur la première stratégie. Sur la deuxième stratégie, on commence à 1000 $, on finit à 1700, hein. Donc encore une fois, vous voyez qu'un short qui s'est très mal passé sûrement ici, enfin on est sûrement deux shorts qui se sont mal passés, et après ça, à partir de là, on est complètement remonté en flèche. On peut ensuite bien sûr le tester sur à peu près n'importe quel coin et voir comment ça se comporte. Mais un détail qui est clairement important si vous utilisez ce code, c'est que vous devez le faire sur des coins assez récents. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, en tout cas avec ces données, ici j'entraîne mes données jusqu'à fin 2020 et je les teste depuis après 2021. Si vous prenez des données qui ont très peu d'historique et qui ont peut-être que 1 ou 2 mois d'historique en 2021, vous allez très peu les entraîner par rapport à la période où vous allez pouvoir tester, vous allez avoir des résultats du coup qui peuvent être complètement incohérents. Encore une fois, on valide notre théorie, hein. Donc notre relation est à peu près validée, des valeurs positives ici, des valeurs négatives ici. Que donne notre stratégie? Sur la ADA Cardano, du coup, on commence à 1000 $, on finit à 3000 $ ici, donc c'est clairement pas mal. Ici, par contre, c'est la catastrophe, hein. Ici, en commençant à 1000 $, on finit à 222 $. Et encore une fois, c'est le même problème que je vous ai dit, notamment sur cette stratégie, c'est que vous allez ouvrir des shorts que des fois, vous n'allez pas vouloir fermer car vous allez continuer à prédire moins que l'évolution de la bougie, hein, qui, elle, est complètement en train d'augmenter à la hausse et donc vous allez potentiellement moins prédire et vous allez tenir votre short et ça va très mal se passer, hein. Donc pour ça, on peut par exemple mettre use short égale false, hop, et relancer, et ça devrait être un peu mieux, voilà, en disant qu'on ne veut pas faire de short, qu'on ne veut faire que des longues, on finit à 1900 $. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel je voulais faire passer une petite seconde avec cet exemple sur le ADA Cardano, qui est très bon pour vous montrer que, attention, hein, les shorts c'est beaucoup plus risqué que les longues, car vous avez des risques que votre actif fasse par exemple plus 100%, et si votre actif fait plus 100%, vous êtes liquidé. Alors que à l'inverse, c'est clairement impossible, bon, à part certains cas exceptionnels comme le cas de Luna, que votre actif fasse moins 100%, et même s'il fait moins 100%, il va faire moins 99%, mais pas moins 100%. J'espère ne pas vous avoir trop perdu jusque-là, mais je voulais du coup faire un petit récapitulatif un peu de tout ce qu'on a vu et de voir un peu du coup comment on peut s'en servir. Ce qu'il faut bien comprendre du coup, c'est que comme je vous l'ai dit, déjà on va utiliser les 7 dernières bougies, hein, donc par exemple ici celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour essayer de prédire la bougie suivante, par exemple en lui donnant un prix ici. Comment notre algorithme fait ça? Il s'est entraîné du coup sur des données, par exemple ici avant 2021, tout ça pour essayer de, ensuite on l'a testé sur les données après 2021, mais par exemple si on veut lancer un nouveau modèle, on pourrait l'entraîner sur toutes ces données-là par exemple, hein, donc jusqu'à il y a peut-être un mois, et du coup lui donner les nouvelles données en entrée pour qu'on puisse essayer de prédire au jour le jour les prochains prix du Bitcoin. Pour faire ça, dans cette vidéo, on a utilisé du coup des réseaux de neurones, hein, aussi des réseaux de neurones assez spécifiques qui s'appellent les LSTM, Long Short Term Memory. Si vous voulez vous renseigner un peu du côté de tout ce qui est intelligence artificielle, je vous encourage grandement à aller vous renseigner sur comment ça marche plus en détail avec un système de mémoire, etc. C'est vraiment assez complexe et il faudra potentiellement rentrer dans des concepts mathématiques. Mais en tout cas, si c'est un domaine qui vous intéresse, je pense que ça vaut vraiment le coup.
Et c'est la fin de la vidéo sur la prédiction du prix du Bitcoin grâce à des réseaux de neurones. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, hein. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous voulez vous inscrire sur différents exchanges crypto, vous avez pas mal de liens d'affiliation qui souvent vous offriront un petit bonus dans la description. Et enfin aussi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit et que vous voulez interagir avec toute la communauté CryptoRobot, que ce soit sur la crypto en général, le trading ou encore les bots de trading qui est un peu notre spécialité, vous pouvez rejoindre notre channel Discord. Tous les liens sont bien évidemment dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où que vous soyez. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Salut tout le monde!